Voilà, troisième et dernier extrait. Donc voici l'épilogue du livre. Nous en sommes là. D'un côté, l'empire du rien. Cet Occident qui ne sait plus ni qui il est, ni ce qu'il veut, mais qui, à force de ne rien savoir, a fini par démoraliser ceux qui, en son sein, croyaient encore. Cette terre du couchant qui, à force d'occuper la scène, à force de prêcher l'attente ou la révolte, la soumission ou l'espoir, la gloire du monde ancien ou le goût de la révolution, a fini par n'être plus qu'une statue aux bras coupés et à la langue bâillonnée qui semble vouloir tomber lentement mais inexorablement comme un soir d'hiver, une vulgaire statue de Lénine, ou tous les soirs, un crépuscule qui jette en tremblant ses derniers feux, et l'Amérique, ce pays idée, cette deuxième patrie de tous les hommes libres du monde, ce pays qui m'a toujours paru un bon et invincible titan, n'y a-t-il pas lieu de craindre que dans son acharnement à se proclamer jeune, ou dans sa façon, à l'inverse, de se raccrocher, tel l'antique Catin du poème, à la sottise, à la lésine, à la vulgarité d'un savant chimiste nommé Donald, elle ne tombe pour de bon de son piédestal. Et puis, de l'autre côté, les cinq rois, pathétiques et redoutables, caricaturaux mais terribles, avec leur histoire glorieuse et le désastre qu'ils en ont fait, et dans un cas, celui de la Chine, l'inéluctable ascension d'une puissance qui, si elle va au bout de ce qu'elle peut, signera vraiment la fin du monde d'hier. Depuis le temps que je dis que le désert croît, c'est ainsi, avec ces mots de Nietzsche, que j'entrais il y a 40 ans dans la barbarie à visage humain. Mais on ne sait pas toujours ce que l'on dit quand on le dit. Est-ce moi qui arrive alors au moment de la vie où l'on commence de savoir? Moi qui sors de l'âge où l'on est trop occupé à jouer sa partition dans la grande sentence humaine pour pouvoir de surcroît entendre le son exact que l'on rend? Ou est-ce le son et son inflexion et le sens qu'il forme qui deviennent tout à coup, parce que le désert a encore cru, plus clair et mieux lisible? Maintenant, en tout cas, je sais, et c'est un spectacle affligeant. 1. Face à cela, que faire? Face à ces royaumes du néant dressés contre l'empire du rien, face à ce nihilisme au carré, cette surenchère kitsch, quel recours? D'abord, ne pas céder au découragement, ne pas tomber dans le piège que de penser que lorsqu'on sait, on ne fait plus, et ne pas faire comme ceux qui, autour de nous, disent que la partie est finie, la leur est par contagion celle du monde. J'ai cité Spengler et son déclinisme méthodique. J'ai cité Hegel et son progressisme savant. J'aurais pu citer Vico et cette troisième théorie que l'histoire ni ne recule ni ne progresse, mais tourne sur elle-même en une spirale sans fin. Ce sont de beaux ouvrages, ils sont géométriques et poétiques, ils démontrent un peu, affirment sans cesse, conjecturent jusqu'à l'extase, interrogent jusqu'à l'agonie, et répondent, et concluent, mais on sait aujourd'hui qu'ils sont faux. Tous ceux qui observent réellement l'histoire ou qui la font savent qu'ils sont, ces livres, comme aurait dit Rimbaud, semblables à des peintures idiotes tracées par des mains à charrue. Et j'ai moi-même assez lu pour savoir qu'on peut construire des cathédrales de pensée, écrire des livres austères, granitiques, lumineux d'intelligence et de prescience, et voir toute cette architecture voler en éclats à cause du pas de côté d'un cheval romain qui affole les armées d'un général macédonien, ou de l'imprévisible appel d'un autre général qui, 21 siècles plus tard, décrète que la France a perdu une bataille, mais qu'elle n'a pas perdu la guerre, ou à cause de cet autre grain de sable, de cet autre caillou sur la route du malin, à la lettre de cet autre scandale, qu'est à l'été 2014 la détermination d'un général citoyen du Kurdistan qui, tandis que Daesh déferle, que les amis de la liberté retiennent leur souffle et que le monde s'attend à voir les tueurs entrer à tout instant dans Erbil, organise la résistance et l'emporte. Que faire donc? Eh bien voilà,
s'arc-bouter à ce constat que les livres mentent quand ils soutiennent que l'histoire a un sens, qu'elle va dans cette direction-ci ou dans celle-là, et que tous les fleuves vont à la mer. Ne pas se résigner, croire à la vertu du grain de sable, de l'écart, de la parole ou du geste irrégulier, du scandale qui toujours font dérailler le train de l'histoire, ou à la force de la pensée qui n'en finit jamais, elle non plus, de déjouer sa propre inertie mécanique. Sartre, aveugle, découvrant qu'il n'avait pas si bien compris ce que ces livres canoniques prétendaient avec tant de verve avoir établi sans retour. Foucault, mourant, qui trouve le courage de réfléchir enfin sur le courage de la vérité. Ou Titien, qui n'a jamais été si jeune, qui n'a jamais étalé avec tant de violence et de volupté sa matière, à même la fibre de la toile et à main nue, que dans ce supplice de Marsyas, baigné d'une lumière crépusculaire et même déjà nocturne, que peinent à voir ses vieux yeux. Le désert croît, je suis de peu de foi, mais l'une des choses que m'ont enseigné les décennies passées est que le dernier mot n'est jamais dit, jamais, et qu'un infime dérèglement peut toujours tout renverser. 2. Il faut aussi choisir, car je ne détesterai rien tant que de laisser le sentiment, en finissant, de renvoyer dos à dos deux formes de nihilisme et de dévastation. Entre l'Empire et les 5 rois, il n'y a, qu'on se le dise, pas de comparaison ni de proportion. Entre le rien et le despotisme, entre d'une part la vie en vain, le ciel vide, réduit à un trou, et de l'autre, la violence nue, à l'air libre et généralement perpétrée au nom d'un ciel plein et mugissant ses semonces, il n'y a aucune équivalence possible et il faut, pour affirmer le contraire, ne rien avoir appris des tragédies du XXe siècle et du début du XXIe. Je m'en tiens à l'Occident, car il y a un monde. Il ne faut pas se lasser de rappeler cette évidence entre totalitarisme et démocratie. Je m'en tiens à l'Occident parce que tel est le paradoxe, que même dans les âges barbares que le visage humain de l'Europe a engendré, c'est encore là, sur ces terres-là, et notamment en Amérique, que le souvenir restait le plus net de ce qui en était l'antidote. Parce que même quand le brouillard et la nuit tombaient, épais, fétides et sans éclaircie, c'est encore là que brillaient, comme des perles de rosée, les pensées, les poèmes, les énigmes dont on pouvait s'armer pour contre-attaquer. Et parce que le vent du soir a beau de nouveau se lever sur les terres occidentales, la bourrasque souffler et paraître chasser, tels des pollens et des poussières d'étoiles, ce qui reste d'espoir, c'est toujours là, sur ces 2 continents, en Amérique et en Europe, que se trouve le plus grand nombre de résistants, de logique et de foi, résolus à ne pas les laisser filer et à écrire ton nom, liberté. Et en douterait-on que j'adjurerais que l'on m'entende une dernière fois quand je dis ceci. J'ai passé presque autant de temps à courir le monde qu'à lire et écrire des livres. Je suis allé à Sarajevo, Erbil, Benghazi ou dans le delta du Gange. Je suis retourné à Harar, à Aden Arabi et dans le pays du Touran. Et s'il y a une chose que j'y ai apprise, c'est que quand la mort reprend son ouvrage, quand on recommence d'y tuer comme on déboise, quand une tête d'homme n'y a, comme disait Hegel, pas plus de valeur qu'une tête de chou, c'est plus que jamais là, vers l'Occident, que se tournent les condamnés, non parce qu'il est le plus riche, il ne l'est plus, non parce qu'il est le plus fort, on y a si peur de la force qu'on en est affreusement économe, mais parce que c'est le seul lieu du monde où l'on se souvienne que lorsqu'on frappe un homme, c'est l'humanité entière que l'on jette à terre. Alors, même si l'on est de peu de foi, il faut prier pour l'Empire. Désert ou non, il faut former le vœu qu'après Romulus Augustule revienne Auguste, un homme
une étincelle, un accident peuvent dérouter le cours des choses, espérons qu'au chant du cygne et aux marches funèbres succède, comme le voulait Socrate, un beau chant du coq convoquant le retour du matin. 3. Il faut, par voie de conséquence, ne surtout pas transformer cet affrontement de l'Empire et des cinq rois en guerre des civilisations. Ou alors oui, mais ce sera, comme j'ai tenté de le dire tout au long de ce livre, une toute autre guerre, entre des civilisations entendues en un tout autre sens. La société d'un côté, des amis du crime et des tyrans, et celle des autres, leurs sujets, leurs possibles victimes, qui sont nos frères en esprit, et avec qui il faut, nonobstant les frontières, les souverainetés, et même parfois le droit international, déployer partout, sans faux fuyant ni faiblesse, des chaînes d'ingérence et d'amitié. Chaînes contre chaînes, les chaînes de la solidarité contre les chaînes de la servitude, la fraternité des ébranlés contre la sainte alliance des monstres froids et des tartuffes. Quand je regarde en arrière, je pense que d'avoir posé ce principe simple, d'avoir affirmé contre vents et marées que la liberté n'avait pas de frontières et qu'aucun souverainisme ne devait nous empêcher de porter secours à des hommes en péril dont les maîtres confondent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec le droit à disposer des peuples, est ce que ma génération a fait de meilleur. Il y avait dans ces engagements un goût de l'aventure. Il y avait dans ce patriotisme de l'autre homme un reste, le seul, du plus beau vers du chant d'Émile Potier. L'international sera le genre humain. Sans doute y avait-il aussi l'idée qu'il fallait sortir à tout prix de cette Europe où Hitler avait été possible et sortir aussi, quitte à tout foudroyer, de l'impasse nauséeuse où était parvenue l'histoire de la métaphysique. Et sans doute encore chez d'autres, ou les mêmes, l'idée que le conflit de l'Est et de l'Ouest était une guerre fratricide, une guerre de sécession européenne dont on ne pouvait s'échapper que par le Sud ou l'extrême Est, l'Eris et l'Afrique fantôme, les sables arabes de Lawrence ou le rêve chinois devenu cauchemar chez les jeunes maoïstes français. Je ne regrette rien de cela. Je ne regrette rien non plus de la geste de cet intellectuel engagé dont je vois bien que la figure est aujourd'hui en voie de déshérence, mais qui avait tellement plus d'allure que celle de Vladimir et Estragon chantant l'absurde et l'errance à côté d'un arbre mort. Et cette histoire d'hier me semble pour tout dire si fidèle au génie et aux lumières de l'Europe que c'est avec elle que j'aimerais aujourd'hui que l'on renoue contre Erdogan avec les amis turcs, contre Poutine, Xi Jinping, Khamenei ou les rois saoudiens aux côtés de leur peuple, même et surtout si ceux-ci sont trop faibles ou trop terrifiés pour nous solliciter. Ce matin, par exemple, ce mercredi 31 janvier 2018, je regarde mon courrier, les nouvelles et les journaux que je lis encore. J'y découvre une jeune Iranienne qui défile tête nue, son voile à bout de bras, agité comme une dépouille dans les rues de Mashhad. Un intellectuel turc emprisonné parce qu'il a osé écrire dans un samizdat stambouliote qu'Erdogan était un clown. J'y lis que le tribunal spécial à Riyad condamne à 14 et 7 ans de prison 2 activistes des droits de l'homme. J'y lis encore que Yuwen Cheng, avocat à Pékin, a eu l'insigne audace de dénoncer la corruption au pays du nouveau mensonge déconcertant et a été arrêté par un escadron de policiers en armes sur le chemin de l'école où il accompagnait son petit garçon. Et j'y apprends enfin que Grigori Yavlinsky vient de déclarer que, puisque Boris Nemtsov est mort, que Alexei Navalny est en prison et que les autres opposants ne se portent pas non plus très bien, eh bien c'est lui, juif ukrainien, opposé à l'annexion de la Crimée, opposant à la guerre de Tchétchénie, qui souhaite relever le défi de se présenter contre Poutine. 24 heures dans la vie du monde et ils sont tous là. Les opposants, les victimes et futures victimes des Sainte-Croix, eh bien c'est avec eux, ensemble, que je souhaite conclure, et c'est à eux tous que je veux dédier ce livre qui s'achève. 4. Et puis, je veux le dédier aux Kurdes.
ceux d'Irak et ceux de Syrie. Ceux que je ne me console pas d'avoir laissé derrière moi un soir d'octobre, tandis qu'ils entraient dans la nuit et se préparaient, s'il le fallait, à retourner dans leurs montagnes, et ceux que je ne me résous pas à voir écrasés à Afrin. Je veux le dédier à Barine Kobané, cette jeune combattante des YPG dont je viens de voir surgir aujourd'hui aussi le portrait lumineux et puis une image plus loin, son corps affreusement mutilé. Des miliciens islamistes à la solde d'Erdogan, roue de coups de botte face à la caméra qui tourne, sa poitrine nue et encore sanglante. Et je veux les dédier au compagnon d'armes de Rebin Rosbayané, ce petit frère d'Erbil. Dieu sait si je n'aime pas distribuer du frère à tout va, mais il est difficile de faire autrement. Quand un homme vous a seul, dans un véhicule blindé, 3 heures durant, sous les tirs sporadiques des snipers de Daesh, accompagné et protégé de Fazlia en feu à Nawaran, quand vous avez avec Gilles, Camille Lotto, votre chef opérateur et lui, passé des heures interminables, confinés dans une carcasse d'acier, à vous perdre pour avoir moins peur, dans la plus baroque des discussions sur le bien fondé de l'engagement libyen, le concept de guerre juste ou les idées de Noam Chomsky, et il est presque impossible de ne pas dire fraternité, quand vous avez retrouvé ce même homme, quelques mois plus tard, aux Nations Unies à New York, partagé entre la honte d'être le commandant qui, à Kirkouk, a donné pour épargner la vie de ses soldats l'ordre de se replier, et l'honneur d'avoir été le surlendemain celui qui, à Altoun Koupri, est monté avec une folle audace à l'assaut du char Abrams dont la destruction allait décider les Irakiens à battre en retraite, et quand ce jour-là, au terme d'une nouvelle et très longue discussion, vous avez eu le sentiment d'avoir un peu contribué à le convaincre que l'honneur l'emportait sur la honte et qu'il devait renoncer au funeste projet, comme les généraux vaincus de Sparte, de se faire justice. Pourquoi y a-t-il des Kurdes plutôt que rien ? Comment peut-on être kurde quand tout vous enjoint de vous ranger derrière l'une des bannières ou de l'Empire ou des Sainte-Croix ? C'était déjà l'énigme vivante qu'incarnait le peuple juif aux yeux des inventeurs des États-nations et de Hegel. C'est le mystère d'exception qui scelle entre les peuples juifs et kurdes, cette obscure communauté qui rendait Erdogan et ses semblables fous. Et c'est une autre des raisons qui m'ont fait m'attacher ainsi à eux. J'ai toujours chéri les peuples en trop. J'ai toujours admiré les peuples solitaires, campant à part des nations, et avec leur nuque raide et leur dur désir de durer, empêchant le grand dénombrement de tomber juste. Jadis, le Bangladesh, mi-hindou, mi-musulman, puis les Bosniaques, musulmans et en Europe. Plus tard, ces damnés de la guerre, morts sans nom, sans tombe et sans nombre, dont la mise à part m'a inspiré un livre. Aujourd'hui, les exilés des terres barbelées, que l'on appelle improprement migrants et vis-à-vis desquels nous avons un devoir moral d'hospitalité et de secours, et donc les Kurdes, tous les peuples kurdes qui sont comme le paradigme de cela. Si vraiment le Messie réside, comme dit le prophète Élie, à Rabbi Yehoshua ben Lévi, aux portes de Rome, parmi les mendiants malades, pourquoi pas ici, parmi ces Kurdes? Si réellement il se reconnaît, comme me l'a confié un jour Elie Wiesel, au fait qu'il est le seul qui, lorsque c'est l'heure pour les mendiants de refaire leur bandage, remet les siens très vite, sans prendre le temps de tous les changer, car il doit être prêt, si la convocation arrive, à se mettre aussitôt en marche pour sauver son peuple et le monde, comment ne pas songer à cette blessure toujours béante et saignante dont Sirwan Barzani m'a dit un jour qu'elle était la plaie du destin kurde. Et s'il y a une internationale du droit et du juste, comment ne pas y compter d'abord ces incomptés, ces hommes et femmes à part? Comment ne pas se souvenir que « mis à part » est l'un des mots qui, en hébreu, disent la sainteté et que c'est donc par eux,
par ces mendiants de l'équité et du droit qu'il fallait commencer et qu'il faut maintenant finir. Je suis de peu de foi, mais je crois que ces estropiés de la grande histoire, ces éternelles victimes à la mort apparemment sans portée, ces éclopés célestes et magnifiques sont un peu de la noblesse du monde. 5. Et puis enfin, il faut revenir en Europe. Je sais que ce n'est pas du tout le sens de l'histoire et que le voyage d'est en ouest, celui qui a mené les rescapés de Troie jusqu'aux rives de l'Italie, puis les éclopés d'Europe jusqu'à celles de l'Atlantique, est par définition un voyage sans retour. Mais Énée y songea bien quand il arriva en Crète et que la peste frappait non seulement ses compagnons, mais tous les champs labourés. Puis apeuré presque à bout au moment du passage entre Charybde et Scylla, puis en Sicile au pied de l'Etna et de la caverne du Cyclope, quand il n'y pense pas, c'est la déesse qui y pense pour lui en adjurant Jupiter, s'il ne peut pas rester en Italie, de lui accorder au moins de faire retour vers Troie. Et n'ai-je pas dit que de toute façon, l'histoire n'a pas de sens et que même s'il y en avait un, il ne saurait être imposé aux hommes avec la force d'un destin. Là, il y a urgence. Le désert ne cesse de croître. Les 5 rois bombent le torse, tandis que l'aigle, là-haut, lance encore, de temps à autre, son trait strident et formidable, tout en battant faiblement de l'aile. Et, dans le terrain vague que sera demain le monde, les persécutés, les humiliés, les damnés se croiseront en tous sens comme des petits vaisseaux fantômes. Alors, face à cela, Derechef, on fait quoi? On espère, sans trop y croire, une Chine se remettant avec ses jonques d'acier dans le sillage des flottes de l'avisé Zheng He. On a foi. Pourquoi pas, en un regain de l'Amérique allant puiser en soi aux sources vives de son ancienne prédication devenue presque inaudible, la force de se redresser et de reprendre toute sa place dans le concert des grandes nations. Mais 2 précautions valant mieux qu'une, et cette source où l'Amérique doit puiser étant la part en elle de l'Europe, je propose aussi de tenter le voyage retour, de projeter une Énéide à l'envers et de remettre de la vie dans le corps exsangue d'Édom et de l'Europe. Pas forcément un corps énorme, ni un monstre conquérant, ni un aspirant de plus à l'empire universel, mais une unité politique digne de ce nom, qui aurait la masse et la puissance suffisantes pour faire équilibre au bloc des 5. Mais une autorité retrouvée qui permettrait, quand on supplicie les Kurdes, de parler d'une seule voix et de tenir la dragée haute à Erdogan, Khamenei et leur allié Poutine, mais aussi cet art d'aimer et d'être séduit, cette habitude de la flânerie et de la lecture dans les cafés, cette façon louée par Dante et Baudelaire de construire, réparer et habiter les villes, cette ivresse d'une parole qui fait la découverte simultanée du désert et du bonheur de le remplir d'un chant, ce goût d'un beau maintenant, qui, comme pourrait le répondre la cigale à la fourmi de la fable, est, quand il s'offre à la prise, une richesse presque parfaite, mais aussi donc cet art et ce goût qui furent la voix, le parfum, la couleur de l'Europe. On le retrouvera, ce maintenant, dans la main tremblante de Giacometti, dans la main dansante de Léonard, dans la main à plumes charrues de Rimbaud, dans la main à mots de Proust, cet Européen empêché, dans la main à dérision de Kafka, de Joyce, mais aussi de Fellini. On en aura quelque idée si l'on consent à se replonger un instant dans le projet de Franz Werfel en pleine montée du nazisme, d'une Académie mondiale des poètes et de penseurs qui, à elle seule, devait faire barrage au pire, ou dans les tribulations 8 siècles durant jusqu'à nous, du manteau de François d'Assise, ou dans n'importe quel commentaire du Talmud, allant à la recherche d'une aiguille de sens dans la botte de foin du monde. Et je l'ai vu,
pour ma part, cette richesse de l'esprit dans l'œil mort du vieux Sartre qui pétillait encore d'aise quand il avait l'occasion de n'en penser pas moins en serrant la main de Giscard d'Estaing, ou dans le regard de Béni Lévy ouvrant une page du Zohar pour me montrer malicieusement que je n'y étais pas, ou sur le visage du commandant Massoud, qui, au sortir de la prière, ouvrait une anthologie de la poésie française pour y déchiffrer le futur de son peuple, signe que l'Europe est décidément une idée autant qu'une région du monde. C'est cette Europe-idée qu'il faut. C'est cette idée d'une Europe comprise comme patrie de l'idée, donc de l'universel, donc de la liberté, que l'Empire a permise, mais qu'il semble aujourd'hui dédaigner et peut-être empêcher. C'est cette sublime idée, absolument fille d'Europe, qu'on est fils de l'idée, avant d'être fils d'une nation, d'une portion de nature ou d'un lieu de naissance. L'Europe comme une nouvelle frontière offerte à la maison des peuples, Rimbaud, qui sa journée faite cinglerait vers l'Europe, ce vieux continent du futur, avec dans ses bagages toute la misère du Harare. La nôtre, notre journée, sera faite le jour où de grands Européens auront su se dresser, relever l'étendard humilié d'Erasme, Goethe, Husserl, Périclès et Václav Havel et retrouver non l'éternité, non l'aube d'été, mais le corps présent, vibrant de l'Europe. Alors, ce corps refera rêver les Européens désenchantés que nous sommes devenus. Alors, à la pointe d'un bien dire, d'un bien faire, d'un bien prier ou d'un bien danser, qui sont une autre définition de cette Europe, viendront des moments de grâce et d'affirmation dont le monde était en train de perdre jusqu'au souvenir. Et alors, dans le reste de l'Empire, les orphelins de Virgile verront qu'ils ne sont pas si seuls qu'ils le craignaient. Au cœur des 5 royaumes, ce sera comme un grand souffle faisant trembler les bases d'un monde dont les maîtres se voyaient déjà en héros d'une histoire universelle remise en mouvement. Et dans le reste de la planète, dans les terres oubliées et de l'Empire et des 5 rois, il sera dit qu'il y a là-bas, au cap du vieux continent, une princesse des affligés qui n'offre pas seulement un asile, mais une patrie intérieure à tous les hommes épris de fraternité et de liberté. Pour tous ceux qui parmi nous se désolent ou s'honorent d'être de peu de foi, ce sera un don inespéré du ciel et de la terre.